une nature domestiquée pour notre plaisir. Mais il existe une autre réalité, une réalité que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y a un moment précis, chaque jour, où la nature de ces lieux bascule. C'est ce moment fugace entre chien et loup, lorsque le gardien tourne la clé dans la grille rouillée, ou lorsque le soleil disparaît derrière la cime des arbres d'une forêt nationale. À cet instant précis, le parc cesse d'être un lieu humain. Les ombres s'allongent et déforment les perspectives. Les structures de jeu, ces châteaux colorés et ces balançoires, deviennent des squelettes métalliques grinçant sous la brise nocturne. Les sentiers, si accueillants le jour, se transforment en tunnels sombres menant vers l'inconnu. Le silence n'est jamais vraiment le silence. C'est une attente, une respiration retenue. Pourquoi sommes-nous si effrayés par les parcs la nuit ? Peut-être est-ce un instinct primitif ? Peut-être que notre cerveau reptilien sait que nous entrons sur un territoire qui ne nous appartient plus. Nous ne sommes plus les maîtres des lieux, nous sommes des intrus, et parfois, nous sommes des proies. Ce soir, je ne vais pas vous raconter des légendes urbaines, des histoires de fantômes inventées pour faire peur aux enfants autour d'un feu de camp. Non. Ce que vous allez entendre ce soir, ce sont 3 témoignages réels. Trois récits envoyés par des abonnés, des gens, comme vous et moi, qui ont commis l'erreur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont vu ce qui se cache derrière le voile de la normalité. Ils ont entendu les bruits que personne n'est censé entendre. Installez-vous confortablement, verrouillez votre porte, vérifiez que votre fenêtre est bien fermée, et préparez-vous. Voici 3 histoires vraies et terrifiantes qui se sont déroulées dans des parcs. Histoire de Roro 1, l'intrus du train fantôme, première partie. Notre première plongée dans l'horreur nous vient de Julien. Julien est un homme rationnel, terre à terre. Il ne croit pas aux fantômes, ni aux monstres, ou du moins, il n'y croyait pas avant l'automne 2018. À l'époque, il avait 24 ans et cherchait un emploi pour financer ses études. Il a trouvé un poste qui semblait idéal sur le papier, agent de sécurité de nuit dans un immense parc d'attractions situé en banlieue parisienne. Le parc en question est l'un de ces endroits gigantesques, un mélange de féerie et de mécanique, qui accueille des milliers de visiteurs chaque jour. Mais la nuit, c'est une ville fantôme. Voici le récit détaillé de Julien. Je me souviens parfaitement de cette nuit-là. C'était un mardi de la mi-octobre. Il faisait froid, un froid humide qui vous rentre dans les os et que même la polaire de l'uniforme n'arrivait pas à bloquer. Mon service commençait à 21 h et se terminait à 6 h du matin. Les premières heures étaient toujours les mêmes. Il fallait attendre que les équipes de nettoyage finissent leur travail. On voyait les camions poubelles passer, les techniciens vérifier les lumières. Il y avait encore de la vie. Mais vers 1 h du matin, tout s'arrêtait. Le parc tombait dans un état de stase. C'est difficile à décrire si vous ne l'avez jamais vécu. Imaginez une ville entière conçue pour le bruit et la couleur, soudainement éteinte. Ma mission ce soir-là était de patrouiller le secteur Aventure, la partie ouest du parc. C'est une zone boisée, avec des décors de jungle, de pirates et de ruines antiques. C'est, à mon avis,
la partie la plus effrayante la nuit à cause de la végétation dense et des statues. Il était environ 3h15. J'avais ma lampe torche, ma radio et mes clés. Je marchais le long de l'allée principale du secteur. Le seul bruit était le crissement de mes bottes sur le bitume et le vent qui faisait bruisser les feuilles des faux palmiers. De temps en temps, un capteur de mouvement défectueux déclenchait un effet sonore, un cri de perroquet ou un grondement de tonnerre, qui me faisait sursauter avant de me rappeler que tout était faux. Je devais effectuer une vérification de routine dans l'attraction phare de la zone, la rivière sauvage. C'est un immense parcours aquatique, en intérieur, abrité dans un gigantesque hangar, dissimulé sous un faux rocher géant. L'attraction consiste en des bateaux qui naviguent au milieu de scènes animatroniques de pirates. Je suis arrivé devant la porte de service du bâtiment. J'ai badgé. La lumière rouge est passée au vert avec un bip électronique qui a résonné trop fort dans la nuit. J'ai poussé la porte lourde en métal et je suis entré. L'atmosphère à l'intérieur était étouffante. Ça sentait le chlore, l'huile de machine et cette odeur particulière d'eau stagnante. L'attraction ne tourne pas la nuit, mais l'eau reste dans les canaux. C'est comme entrer dans une immense grotte humide. J'ai allumé ma lampe torche. Le faisceau a coupé l'obscurité, révélant les passerelles de maintenance qui longent le canal d'eau. Tout était silencieux, trop silencieux. Normalement, on entend le bourdonnement des pompes de filtration, mais ce soir-là, elles semblaient tourner au ralenti ou être éteintes pour maintenance. L'eau était noire, comme de l'encre, parfaitement immobile. J'ai commencé ma ronde. Je devais aller jusqu'au fond du bâtiment, vérifier la sortie de secours et revenir. Un aller-retour de 10 minutes, tout au plus. Je marchais sur la grille métallique de la passerelle, mes pas résonnant en écho dans l'immense hangar. À ma gauche, le canal sombre. À ma droite, les décors en papier mâché et en résine, des arbres tropicaux, des coffres au trésor et bien sûr, les pirates. Les animatroniques sont la chose la plus détestable qui soit quand ils sont éteints. Ils ont ces visages en latex, figés dans des expressions exagérées de rire ou de colère. Leurs yeux de verre semblent vous suivre, mais je m'étais habitué à eux. Je les connaissais tous. Il y avait le capitaine au début, l'ivrogne, avec sa bouteille de rhum, et le prisonnier, qui tend un os à un chien. Je suis passé devant la scène de la taverne. Tout semblait normal. J'ai continué vers la zone de la grotte, la partie la plus sombre du parcours. C'est là que l'ambiance a changé. D'abord, ce fut l'odeur. En approchant de la scène du trésor, l'odeur de chlore s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus organique, de plus sale. Ça sentait la nourriture avariée. Une odeur aigre, mélange de vieux lait et d'excréments. J'ai froncé les sourcils. Sûrement un animal crevé coincé sous les rails, ai-je pensé. Un rat, ou peut-être un chat errant qui s'était noyé. J'ai avancé, ma main sur le nez. Puis, le bruit. C'était subtil. Un clapotis. Ploc. Comme si quelque chose venait de tomber dans l'eau ou d'en sortir. Je me suis arrêté net. J'ai braqué ma lampe vers le canal. La surface de l'eau noire ondulait légèrement.
des cercles concentriques se propageaient depuis le centre du canal vers les bords, venant lécher le plastique du décor. « Eh, il y a quelqu'un » ai-je lancé. Ma voix a ricoché contre les faux rochers, revenant vers moi déformée. Personne n'a répondu. Bien sûr que personne n'a répondu. Qui serait là à 3h30 du matin? J'ai repris ma marche, mais plus lentement. Mes sens étaient en alerte. J'avais cette sensation désagréable, cette démangeaison entre les omoplates qui vous dit que vous êtes observé. Je scrutais chaque coin d'ombre, chaque recoin derrière les tonneaux de rhum factices. Je suis arrivé à la scène finale. Le grand navire pirate échoué. C'est la pièce maîtresse. Un bateau grandeur nature, penché sur le côté avec 3 animatroniques à bord. L'un tient une longue vue, l'autre tient une épée, et le troisième, le timonier, tient la barre du navire, le bras levé vers le plafond, comme pour donner un ordre. J'ai balayé le navire avec ma lampe. L'homme à la longue vue, check. L'homme à l'épée, check. Le timonier. J'ai arrêté le faisceau de ma lampe sur le timonier. J'ai ressenti un coup de froid immédiat dans tout mon corps, comme si on venait de me verser un seau de glace dans le dos. Quelque chose n'allait pas. Je connais ce parc par cœur. Je passe devant ce navire 5 nuits par semaine depuis 6 mois. Le timonier a toujours le bras droit levé, pointant vers le ciel. C'est un mécanisme hydraulique bloqué dans cette position. Mais là, son bras était baissé. Il pendait le long de son corps. J'ai cligné des yeux, pensant à une hallucination due à la fatigue. J'ai regardé à nouveau. Non seulement le bras était baissé, mais la tête n'était pas dans le bon axe. Normalement, il regarde vers l'avant. Là, son visage était tourné légèrement vers la gauche, vers la passerelle de maintenance, vers moi. Ma respiration s'est accélérée. J'ai attrapé ma radio, mes doigts glissant sur le plastique à cause de la sueur froide. PC sécurité, ici Julien, zone aventure. Je suis dans la rivière sauvage. La voix de mon collègue, Karim, a grésillé. Je te reçois, Juju. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur des fantômes? Il riait. C'est pas drôle, Karim. J'ai un visuel bizarre sur la scène finale. L'automate du timonier. Il a changé de position. Je crois qu'il est cassé ou qu'il y a eu vandalisme. Reçu. Je regarde les caméras. Attends, c'est bizarre. La caméra 4 est floue, comme si on avait mis de la graisse sur l'objectif. Pendant qu'il parlait, je ne quittais pas le timonier des yeux. Je voulais m'approcher pour vérifier, mais mes pieds refusaient de bouger. Mon instinct me hurlait de reculer. C'est alors que j'ai remarqué les détails, les vêtements. Les animatroniques portent des costumes synthétiques, propres, aux couleurs vives, même s'ils sont censés être vieux. La veste de celui-ci était terne. Elle semblait lourde, humide, et il y avait des taches sombres dessus. J'ai plissé les yeux. J'ai fait un pas en avant, focalisant le faisceau de ma maglite sur le visage du pirate. Les yeux. C'est ce qui m'a brisé. Les yeux des robots sont des boules de verre peintes. Ils sont mats. Ils ne reflétaient pas la lumière comme ça. Les yeux que je regardais brillaient. Ils étaient humides. Ils avaient des capillaires rouges éclatés. Et la pupille s'est contractée quand la lumière l'a frappé. Ce n'était pas un robot. Putain de merde, j'ai murmuré, reculant d'un pas, manquant de trébucher.
À cet instant précis, la chose sur le bateau a bougé. Ce n'était pas le mouvement fluide d'un humain, ni le mouvement mécanique d'un robot. C'était un mouvement saccadé, brisé. La tête s'est tournée complètement vers moi avec un craquement d'os audible. La bouche s'est ouverte, révélant des dents jaunes et cassées, loin des dentitions parfaites en résine des automates. L'homme, car c'était un homme, a laissé échapper un son, pas un mot, un grognement bas, vibrant, comme un chien qui défend sa gamelle. Ma radio a hurlé. Julien, barre-toi, je vois une deuxième signature thermique, juste au-dessus de toi. Au-dessus de moi? J'ai levé les yeux, braquant ma lampe vers les poutres métalliques du plafond. 10 mètres plus haut, il y avait quelqu'un, accroupi sur la charpente, tel une araignée grotesque. Un autre homme, il était presque nu, sa peau couverte de graisse noire pour se fondre dans l'obscurité. Il me regardait à l'envers, la tête en bas, ses jambes crochues autour de la poutre. Il tenait quelque chose dans sa main, une lourde chaîne en métal. Il a souri, et il s'est laissé tomber. Il a souri, et il s'est laissé tomber. Je n'ai pas réfléchi. C'est l'instinct de survie qui a pris le contrôle de mes jambes. Au moment où ses pieds nus ont percuté la passerelle métallique avec un bruit sourd et lourd, j'avais déjà fait demi-tour. J'ai entendu le clang violent de la chaîne frappant la rambarde, là où ma tête se trouvait une seconde plus tôt. Des étincelles ont jailli dans l'obscurité. J'ai couru comme un dératé, dans le noir, avec seulement le faisceau tremblant de ma lampe qui dansait follement sur les murs humides. Derrière moi, ce n'était plus le silence, c'était le chaos. Il hurlait, pas des mots, des cris, des onomatopées animales, stridentes et gutturales. On aurait dit une meute de hyènes qui se disputent un morceau de viande. J'entendais leurs pas derrière moi. Boum, boum, boum. Ils couraient vite, beaucoup plus vite que moi. Ils connaissaient le terrain. Ils n'avaient pas besoin de lumière. J'ai trébuché sur un tuyau d'arrosage laissé par la maintenance. Je me suis étalé de tout mon long sur la grille en fer, m'écorchant les mains et les genoux. Ma lampe a roulé quelques mètres plus loin. J'ai senti une main attraper ma cheville, une main froide, poisseuse, incroyablement forte. J'ai hurlé de terreur pure. J'ai donné un coup de pied aveugle en arrière de toutes mes forces. Mon talon a rencontré quelque chose de mou, un nez, peut-être, ou une gorge. J'ai entendu un grognement de douleur et la prise s'est relâchée. J'ai rampé, j'ai récupéré ma lampe et je me suis relevé, le souffle court, la gorge en feu. Je ne me suis pas retourné pour voir si je l'avais blessé. J'ai repris ma course vers la sortie de secours, celle qui donnait sur l'arrière du bâtiment, vers la forêt. La porte rouge était là, à 50 mètres, 40 mètres. Derrière moi, le bruit des pas avait changé. Ils ne couraient plus sur la grille. Ils couraient dans l'eau. Ils avaient sauté dans le canal pour me couper la route. J'entendais l'eau gicler violemment. Je me suis jeté contre la barre anti-panique de la porte. Elle était bloquée, rouillée par l'humidité. Allez, ouvre-toi, putain, j'ai crié en frappant la porte de mon épaule. Derrière moi, le clapotis s'est arrêté. Ils sortirent de l'eau.
Je sentais leur présence, leur odeur de vase et de pourriture, juste dans mon dos. Je sentais presque leur souffle sur ma nuque. J'ai donné un dernier coup d'épaule, désespéré. La porte a cédé, dans un grincement aigu. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage. Je suis tombé dehors, sur l'herbe mouillée. J'ai roulé sur le côté et j'ai repoussé la porte pour la fermer, juste au moment où un visage pâle, couvert de boue noire, apparaissait dans l'entrebâillement. Il m'a regardé une dernière fois. Ses yeux étaient fous, écarquillés. Il a passé sa main par la fente, essayant de m'agripper, ses ongles noirs griffant le vide. J'ai réussi à claquer la porte sur ses doigts. Il a poussé un cri perçant, inhumain, et a retiré sa main. Le verrou s'est enclenché. J'ai continué à courir jusqu'au poste de sécurité principal, sans m'arrêter, sans me retourner, jusqu'à m'effondrer devant mes collègues. La police est arrivée 10 minutes plus tard. Ils étaient armés. Ils ont investi le bâtiment avec des chiens. Ce qu'ils ont trouvé m'a hanté pendant des années. Il y avait un véritable campement, aménagé derrière le décor du trésor, invisible depuis les bateaux. Des matelas moisis, des montagnes de déchets, des ossements de petits animaux, et des murs couverts de photos, des photos prises au téléobjectif, des photos des visiteurs, des photos des enfants, et des photos du personnel de sécurité. Il y avait une photo de moi, prise la veille, entourée au marqueur rouge. Mais le plus terrifiant, les tunnels de maintenance sous l'attraction s'étendaient sur des kilomètres, rejoignant les égouts de la ville. Les chiens ont perdu leurs traces à l'entrée d'un collecteur d'eau pluviale. On ne les a jamais retrouvés. Je n'ai plus jamais travaillé de nuit. Je n'ai plus jamais mis les pieds dans un parc d'attractions. Parfois, quand je suis seul chez moi et qu'il pleut, je crois encore sentir cette odeur de vase et de graisse mécanique. L'histoire de Julien nous rappelle que même dans les lieux les plus sécurisés, les plus contrôlés, il existe des angles morts, des endroits où l'humanité s'effrite pour laisser place à la sauvagerie. Mais si les parcs d'attractions sont effrayants par leur artificialité, les parcs naturels, eux, le sont par leur immensité. Dans la forêt, personne ne vous entend crier. Personne ne vient vous aider. Vous êtes seul face à la nature et face à ceux qui s'y cachent. Notre prochaine histoire nous emmène loin du béton, dans le massif des Vosges, à l'est de la France, une région magnifique, faite de sapins sombres et de légendes anciennes. Cette histoire est arrivée à Sarah, une randonneuse expérimentée de 28 ans. Sarah n'est pas du genre à avoir peur du noir. Elle a traversé les Pyrénées seule, elle a campé dans les Alpes. Elle sait lire une carte, faire du feu et repérer les traces d'animaux. Mais aucune expérience ne pouvait la préparer à ce qu'elle a vécu cette nuit de juillet. J'avais décidé de faire une traversée de 3 jours sur le GR 53. Je voulais m'éloigner de tout, déconnecter du stress de mon travail à Strasbourg. La première journée s'était passée à merveille. Le temps était splendide. J'avais croisé quelques daims et mes jambes répondaient bien. Vers 19 heures, j'ai commencé à chercher un endroit pour le bivouac. Je ne voulais pas aller dans un refuge, je voulais être tranquille. J'ai trouvé une petite clairière parfaite, légèrement en hauteur, entourée de vieux hêtres majestueux. Le sol était plat, couvert d'humus souple. J'ai monté ma tente,
Une petite tente légère, une place, verte pour se fondre dans le décor. J'ai mangé ma popote lyophilisée en regardant le coucher du soleil filtré à travers les branches. C'était magique. La nuit est tombée rapidement, comme c'est souvent le cas en forêt. Vers 22 heures, je me suis glissé dans mon duvet. J'ai lu quelques pages à la lueur de ma frontale, puis j'ai tout éteint, le noir absolu. Au début, les bruits de la forêt étaient rassurants. Le ululement d'une chouette hulotte au loin, le vent dans les cimes, le craquement naturel du bois qui travaille. Je me suis endormi paisiblement. Je ne sais pas quelle heure il était quand je me suis réveillé. Ce n'est pas un bruit qui m'a réveillé, c'était le silence. Un silence lourd, oppressant. Plus de vent, plus d'insectes, plus d'oiseaux. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton mute de la forêt. On appelle ça l'effet Oz. C'est une réaction de la nature face à un prédateur. Quand tout se tait, c'est que le danger est là. J'ai retenu mon souffle, les yeux grands ouverts dans l'obscurité totale de ma tente. J'écoutais de toutes mes forces. Et puis, ça a commencé. Un sifflement, doux, mélodieux, presque enfantin. Fiou, fiou, fiou. 3 notes descendantes, comme une comptine triste. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un oiseau. Ce n'était pas le vent. C'était humain. Et c'était proche, terriblement proche. Peut-être à 20 mètres, juste à l'orée de la clairière. J'ai essayé de rationaliser. C'est un autre randonneur perdu, me suis-je dit. Mais qui siffle une comptine à 3 heures du matin au milieu des bois, sans lumière? Le sifflement s'est arrêté. J'ai attendu. 1 minute, 2 minutes. Le silence était si pesant que j'entendais le sang battre dans mes tempes. Crac, une branche cassée. Beaucoup plus près cette fois, à 10 mètres, puis le bruit de pas, des pas lents, traînants. On aurait dit que la personne ne levait pas les pieds, mais glissait sur les feuilles mortes. Chut, chut, chut. La peur, la vraie, a commencé à monter. J'ai doucement glissé ma main vers la poche latérale de mon sac à dos pour attraper mon couteau Opinel. J'ai déplié la lame avec un petit clic métallique. Dans le silence, ce clic m'a paru aussi fort qu'un coup de feu. Les pas se sont arrêtés net. La personne m'avait entendu. Une voix s'est élevée dans la nuit. Pas un cri, mais une voix normale, conversationnelle, ce qui rendait la chose encore plus terrifiante. C'était une voix d'homme, calme, posée. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-il demandé. Il ne criait pas pour m'appeler de loin. Il était juste là, juste devant ma tente, à 2 mètres. Je n'ai pas répondu. Je tremblais tellement que mon duvet faisait un bruit de froissement insupportable. L'homme a ri, un petit rire sec. Je sais que tu es là. Je t'ai vu arriver. J'ai aimé comment tu as monté ta tente, très méticuleuse. Il m'observait depuis des heures. Il était là quand je mangeais. Il était là quand je lisais. Il était là, caché dans les bois, à me regarder. Les pas ont repris. Il a commencé à marcher autour de la tente. Chut, chut. Je voyais son ombre se découper vaguement contre la toile grâce à la très faible lueur de la lune. Une silhouette grande, voûtée. Il faisait le tour, lentement, comme un requin tourne autour d'un naufragé. Il s'est arrêté derrière ma tête. Il n'y avait que 2 millimètres de tissu synthétique entre son visage et le mien. Je sentais sa présence physique, une masse sombre qui bloquait le peu de lumière extérieure. J'ai entendu sa respiration, une respiration sifflante, humide.
Puis, j'ai vu la toile s'enfoncer. Il appuyait son doigt contre la tente, juste au niveau de ma tempe. Il a commencé à tracer une ligne lente, descendant le long de la toile, suivant la courbe de mon corps allongé à l'intérieur. Zip. Le bruit du doigt sur le nylon rugueux. Je me suis recroquevillé, couteau levé, prêt à frapper à travers la toile. Les larmes coulaient sur mes joues en silence. Son doigt s'est arrêté au niveau de ma hanche. Il a tapoté 2 fois la toile. Toc, toc. Sarah, a-t-il chuchoté. Mon cœur s'est arrêté. Comment connaissait-il mon nom? Je n'avais parlé à personne. Je n'avais pas de réseau. Mon nom n'était écrit nulle part sur ma tente. Ouvre, Sarah, j'ai quelque chose à te montrer. C'était trop. La panique a pris le dessus sur la prudence. J'ai attrapé ma lampe frontale, je l'ai mise en mode stroboscope aveuglant, et j'ai hurlé. J'ai hurlé de toute la force de mes poumons. Un cri primal, animal. Va-t'en, je suis armé, casse-toi. J'ai frappé la toile de l'intérieur, faisant bouger toute la structure pour paraître plus grosse, plus dangereuse. Le silence est retombé instantanément. Pas de bruit de course, pas de bruit de fuite, juste rien, comme s'il s'était évaporé. J'ai passé les 4 heures suivantes assise au milieu de ma tente, le couteau pointé vers l'entrée, tétanisé, sursautant au moindre craquement d'arbre. C'étaient les heures les plus longues de ma vie. J'imaginais qu'il était là, accroupi, à attendre que je sorte. Quand le soleil s'est enfin levé, baignant la forêt d'une lumière grise et brumeuse, j'ai attendu encore 1 heure avant d'oser bouger. J'ai ouvert la fermeture éclair de quelques centimètres. J'ai regardé dehors. La clairière était vide. Je suis sorti, les jambes flageolantes. J'ai fait le tour de la tente. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je n'avais pas entendu de bruit de bottes. Je suis sorti, les jambes flageolantes. J'ai fait le tour de la tente. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je n'avais pas entendu de bruit de bottes. La terre autour de ma tente était meuble, humide à cause de la rosée du matin. Elle était marquée de centaines d'empreintes. C'était comme une piste de danse macabre. La terre était piétinée, tassée, retournée. Mais ce n'étaient pas des empreintes de chaussures de randonnée. C'étaient des empreintes de pieds nus, des pieds larges, aux orteils écartés, griffus. Ils avaient tourné autour de ma tente, encore, et encore, et encore, 50 fois, 100 fois. J'ai imaginé cet homme, pieds nus dans la forêt froide, tournant en rond, dans le noir complet, pendant que je dormais, s'arrêtant parfois pour écouter ma respiration. Mais le pire n'était pas au sol. Mon regard s'est porté sur mon sac à dos. Je l'avais laissé dans l'abside de la tente, l'espace entre la toile intérieure et la toile extérieure, pour le protéger de l'humidité. La fermeture de l'abside était ouverte. Mon sac avait été fouillé. Mes vêtements étaient éparpillés dans l'herbe mouillée. Et sur la poche supérieure du sac, il y avait mon étiquette de voyage. Une petite étiquette en plastique avec mon nom écrit au marqueur noir, Sarah. Il avait été là, à 10 centimètres de mon visage, séparé seulement par la moustiquaire. Il avait pris le temps de lire mon nom calmement. J'ai ramassé mes affaires en panique, les fourrant en vrac dans le sac. Je voulais partir, tout de suite. En relevant la tête, j'ai vu l'arbre qui faisait face à l'entrée de ma tente. Un vieux hêtre à l'écorce grise et lisse. Quelque chose avait été gravé dessus. C'était frais. La sève coulait encore, blanche et collante. Il avait utilisé un couteau pour tailler profondément dans le bois.
2 mots, simples, terrifiants. À bientôt. Je n'ai pas démonté ma tente. Je l'ai laissée là, j'ai couru. J'ai dévalé le sentier, tombant plusieurs fois, m'écorchant les mains sur les ronces, jusqu'à atteindre le parking forestier 1 heure plus tard. Je me suis enfermé dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la première gendarmerie. Ils ont envoyé une patrouille. Ils ont retrouvé ma tente. Mais l'homme, aucune trace. Les gendarmes m'ont dit qu'il y avait parfois des marginaux qui vivaient dans les bois, des gens qui voulaient disparaître. Mais le regard du gendarme, quand il a vu les photos des empreintes de pieds nus, il était inquiet, vraiment inquiet. Depuis ce jour, je ne fais plus de bivouac. Je ne dors plus que dans des refuges gardés, avec des portes qui ferment à clé. Et parfois, dans la rue, quand quelqu'un siffle une mélodie, je me fige. Si la forêt cache ses monstres dans l'immensité des arbres, la ville, elle, les cache sous la lumière crue des lampadaires. Les parcs urbains sont des îlots de nature cernés par le béton. On s'y sent en sécurité car la ville est tout autour. Les voitures passent, les immeubles sont là. On se dit, si je crie, quelqu'un m'entendra. Mais c'est faux. La nuit, les parcs urbains deviennent le territoire des exclus, des âmes perdues et de choses qui imitent en tout l'humanité sans vraiment la comprendre. Notre dernière histoire se déroule à Lyon, dans un parc municipal bien connu. C'est l'histoire de Marc et de son chien, Rex. Marc est un homme grand, carrure de rugbyman, la quarantaine. Il n'est pas du genre à s'effrayer facilement. Son chien, Rex, est un berger allemand de 45 kilos dressé à la défense. Un duo que personne n'oserait embêter. Je vis près d'un grand parc public. J'ai mes habitudes. Comme je travaille tard, je sors Rex pour sa dernière promenade vers minuit ou 1 heure du matin. À cette heure-là, le parc est désert. Les grilles principales sont fermées, mais il y a toujours ce petit passage ouvert, côté sud, que les riverains connaissent. C'était un mardi soir de novembre. Il y avait ce brouillard typique de la région, épais, qui étouffe les sons. Les lampadaires du parc, ces vieilles boules oranges au sodium, éclairaient à peine à 3 mètres. Tout le reste était noyé dans une purée de pois grisâtres. On marchait le long de l'allée des platanes. L'ambiance était calme. Rex trottinait devant moi, reniflant les odeurs habituelles. Nous sommes arrivés près de l'aire de jeu pour enfants. Vous savez, ces endroits avec le sol mou en caoutchouc, les toboggans colorés et les balançoires. De nuit, avec le brouillard, ça ressemblait à un décor de film post-apocalyptique. Une balançoire grinçait doucement, poussée par une brise invisible. Quick, quick. Soudain, Rex s'est arrêté net. La laisse s'est tendue. J'ai failli lui rentrer dedans. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Rex ne bougeait plus. Il était figé, les muscles tendus comme des câbles d'acier. Ses oreilles étaient dressées, pointées vers l'aire de jeu. Et puis, il a émis un son que je ne lui connaissais pas. Ce n'était pas un aboiement, c'était un grondement. Un son bas, continu, qui venait du fond de sa gorge, presque une vibration sismique. Ses babines étaient retroussées, montrant ses crocs blancs.
Les poils sur son échine, de la nuque jusqu'à la queue, étaient hérissés. J'ai regardé dans la direction qu'il fixait. Au début, je n'ai rien vu, juste le brouillard et les formes vagues des jeux. Puis, mes yeux se sont habitués. Il y avait quelqu'un, assis sur un banc, juste en face du bac à sable. C'était un homme. Il était assis de manière étrange, le dos parfaitement droit, rigide comme un piquet, les jambes serrées l'une contre l'autre, les mains posées à plat sur ses genoux. Comme un écolier puni, il portait un costume sombre, veste, pantalon à pinces. On aurait dit qu'il sortait du bureau, sauf qu'il était pieds nus. Ses pieds étaient type pâle, posés à plat sur le bitume glacé. C'est juste un type bourré, me suis-je dit pour me rassurer. Mais mon estomac s'est noué. Les chiens sentent l'adrénaline. Si Rex avait peur, c'est qu'il y avait une raison. Viens Rex, on y va. Ai-je chuchoté, tirant sur la laisse pour faire demi-tour. Rex a refusé de bouger. Il était tétanisé. Il s'est mis à pleurer, ces petits couinements aigus de panique qui brisent le cœur. À ce moment-là, l'homme sur le banc a bougé. Il n'a pas bougé son corps, juste sa tête. Il a tourné la tête vers nous, lentement, mécaniquement. Son cou a semblé pivoter un peu trop loin, sur le côté, comme une chouette. L'angle était inconfortable à regarder. La lumière orange du lampadaire a frappé son visage. C'était un visage lisse, trop lisse, pas de rides d'expression. Des yeux grands ouverts qui ne clignaient pas, une bouche fermée en une ligne fine. Il nous fixait avec une intensité insoutenable. Il n'y avait rien derrière ses yeux, pas de colère, pas de curiosité, juste le vide. Il a ouvert la bouche. Je m'attendais à ce qu'il me parle, qu'il dise « bonsoir » ou « aidez-moi ». Mais il n'a pas parlé. Il a aboyé. Ouaf! Le son m'a fait sursauter violemment. Ce n'était pas un humain qui imite un chien. Vous savez, quand un humain aboie, on entend les cordes vocales, on entend le ridicule. Là, c'était le son d'un énorme chien, un son guttural, explosif, puissant, un aboiement de molosse sortant de la gorge d'un homme en costume cravate. Ouaf! 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 Il s'est mis à aboyer en rythme, de plus en plus fort, son visage restant totalement inexpressif entre chaque cri. Sa mâchoire claquait. Rex, mon berger allemand, de 45 kilos, s'est écrasé au sol, la queue entre les jambes, urinant de peur sur le trottoir. C'est quoi ce bordel? Ai-je crié, reculant. L'homme s'est levé d'un coup, mais il ne s'est pas mis debout. Il s'est laissé tomber en avant. Ses mains ont frappé le sol avec un bruit de viande claquée. Il s'est retrouvé à quatre pattes. Et là, mon cerveau a bugué. Il a refusé de comprendre ce que je voyais. L'homme a commencé à se déplacer vers nous, à quatre pattes. Mais pas comme un bébé ou un homme qui rampe. Ses membres s'étaient articulés différemment. Ses coudes et ses genoux bougeaient avec une fluidité écœurante. Il galopait comme un loup, le dos arqué, la tête relevée vers nous, continuant d'aboyer furieusement. Ouaf, ouaf. Il arrivait vite, très vite. Le bruit de ses paumes et de ses pieds nus frappant le bitume résonnait comme des coups de marteau. Tap, 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 tap. La terreur pure, primitive, a pris le dessus. J'ai oublié que j'étais un homme adulte. J'ai oublié la raison. J'ai lâché la laisse. Je savais que Rex courait plus vite que moi sans moi. Et j'ai hurlé « Cours !» J'ai hurlé « Cours !» J'ai sprinté. J'ai couru comme je n'avais pas couru depuis le lycée. L'air glacé me brûlait la gorge.
Le brouillard m'aveuglait, mais je ne ralentissais pas. Rex était déjà loin devant, une flèche noire filant vers la sortie, mais derrière moi, mon Dieu, le bruit. Ce n'était pas le bruit de pas d'un homme qui court, c'était un rythme à 4 temps. Pa 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 pam, pa 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 pam. Le bruit de la chair nue claquant violemment contre le macadam humide. Et toujours ces aboiements, féroces, enragés, si proches que je pouvais presque sentir les postillons sur mes talons. Je n'osais pas me retourner. Je savais que si je me retournais et que je voyais ce visage vide à la hauteur de mes genoux, je m'effondrerais de terreur. Je visualisais la créature, ses costumes de bureau froissés, ses membres désarticulés, galopant avec cette fluidité impossible. J'ai traversé l'allée des Tilleuls. La grille sud était en vue. La lumière jaune des lampadaires du boulevard filtrait à travers les barreaux. C'était la ligne d'arrivée, la frontière entre son monde et le mien. J'ai entendu un bruit de dérapage derrière moi, suivi d'un grognement frustré. Il gagnait du terrain. J'ai puisé dans mes dernières forces. J'ai franchi le portillon ouvert en manquant de m'étaler et je me suis jeté sur le trottoir du boulevard sous la lumière crue et rassurante de la ville. Une voiture passait, phares allumés, musique à fond, la civilisation. Je me suis effondré contre un mur, à bout de souffle, le cœur au bord de l'explosion. Rex était là, collé contre moi, tremblant de tout son corps, la queue rentrée si loin qu'elle touchait son ventre. J'ai mis quelques secondes à oser regarder en arrière. J'ai tourné la tête vers le parc. Il était là. Il s'était arrêté net, à la limite exacte, où l'ombre du parc rencontrait la lumière de la rue, comme s'il y avait un mur invisible qu'il ne pouvait pas franchir. Il était toujours à 4 pattes. Son costume était déchiré au coude et aux genoux. Ses mains, posées à plat sur le sol, étaient noires de crasse et saignaient, peut-être, mais il ne semblait pas le sentir. Il ne respirait pas fort. Il n'était pas essoufflé. Il me fixait avec ce même visage vide, inexpressif, de poupée de cire. Nous sommes restés là, figés, à nous regarder pendant ce qui m'a semblé être une éternité, l'homme-chien et moi. Puis, lentement, très lentement, il a levé sa main droite du sol. Il s'est mis en équilibre sur 3 membres. Il a levé sa main sale vers moi et il a agité les doigts. Un petit signe d'au revoir, timide, enfantin. Ses lèvres n'ont pas bougé, mais j'ai entendu un dernier son sortir de sa gorge. Un petit jappement, doux, presque moqueur. Ouf. Puis, il a reculé. Il a reculé à 4 pattes dans l'obscurité, se fondant dans le brouillard comme une tache d'encre qui se dilue dans l'eau. En une seconde, il avait disparu. Je suis rentré chez moi en courant, vérifiant par-dessus mon épaule tous les 10 mètres. J'ai verrouillé ma porte à double tour. J'ai dormi avec la lumière allumée pendant 1 semaine. Rex a mis 1 mois à redevenir lui-même. Mais encore aujourd'hui, il refuse catégoriquement d'approcher ce parc. Si on passe en voiture devant, il se cache sous le siège. Je ne sais pas ce que c'était. Un fou? Un drogué sous l'emprise d'une substance inconnue? Ou quelque chose d'autre? Quelque chose qui portait la peau d'un homme, comme un déguisement mal ajusté. Tout ce que je sais, c'est que quand je vois quelqu'un, en costume, assis seul sur un banc, je change de trottoir. Les parcs,
Nous avons commencé cette vidéo en parlant de lieux de joie et de détente. Mais après avoir entendu les histoires de Julien, Sarah et Marc, cette image a changé, n'est-ce pas? Ces espaces verts que nous créons au milieu de nos villes, ces forêts que nous pensons dompter avec des sentiers balisés, ils ne nous appartiennent pas vraiment. Ils sont des zones tampons, des seuils. Le jour, nous y sommes tolérés, mais la nuit, les règles changent. Dans le parc d'attractions de Julien, des hommes vivaient, cachés dans les murs, observant, attendant, créant leur propre société souterraine au milieu des rires artificiels. Dans la forêt des Vosges, Sarah a appris que la solitude est une illusion et que l'on peut être une proie sans même s'en rendre compte. Et à Lyon, Marc a découvert que l'humanité est parfois juste un masque que certaines choses portent pour se fondre dans le décor avant de révéler leur vraie nature animale. Alors, un conseil, la prochaine fois que vous traverserez un parc le soir pour gagner 5 minutes sur votre trajet, écoutez votre instinct. Si les oiseaux s'arrêtent de chanter, si vous entendez un sifflement mélodieux, si vous voyez une silhouette immobile sur une balançoire, ne vous arrêtez pas. Ne demandez pas qui est là. Ne sortez pas votre téléphone pour filmer. Courez, courez vers la lumière, parce que dans l'ombre des arbres, il y a des choses qui vous regardent, et elles ont faim. Merci d'avoir écouté ces histoires. Si vous avez ressenti ce petit frisson dans votre dos, ce froid soudain alors que vous êtes bien au chaud, chez vous, alors j'ai fait mon travail. Dites-moi dans les commentaires, seriez-vous capable de passer une nuit seule dans une forêt après avoir entendu ça? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater notre prochain rendez-vous avec l'horreur. Dormez bien, si vous le pouvez.